Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour, l'autre voix. D'abord, la COSAC. La COSAC, c'est la réunion de toutes les commissions européennes. C'est des 28 pays, il y en a 27. C'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe où j'étais membre pendant tout mon mandat de sénateur. J'étais à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Vous savez, c'est 57 pays avec les États-Unis qui sont très importants dans tout ce qui concerne les conflits. Et j'étais également membre de l'Assemblée parlementaire de l'Union mondiale. Ça s'appelle l'UIP. Et ces postes-là, vous êtes élus par le Sénat qui vous envoie dans ces assemblées parlementaires. Ce sont des assemblées parlementaires qui se réunissent régulièrement et où on a des échanges avec tous les parlementaires du monde. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est une expérience exceptionnelle que j'ai connue. Alors, je ne prétends pas que cela m'a donné un statut spécial, mais ce que je peux prétendre, c'est que ça m'a permis d'avoir une vision peut-être un peu plus critique sur les choses, même si je ne suis plus parlementaire. Je pense que j'ai conservé cet esprit critique et sur la façon de gérer, de juger les choses internationales. D'abord, les accords de Minsk, il faut bien comprendre, c'était le président Hollande, en juin 2014, après le fait que les Russes aient récupéré la Crimée, qui a négocié ça avec le président Poutine, Angela Merkel allemande et lui-même. Et puis, le président à l'époque, c'était le président, je crois déjà, Porochenko. Et ils ont négocié, si vous voulez, pour trouver une solution entre les zones pro-russes, parce qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine, ce n'est pas un pays uni. Il y a une zone pro-russe et des zones non pro-russes, qui étaient le Donbass et autres, et puis les gens de Kiev qui étaient... Et l'idée était de trouver une solution pour régler ce problème-là. Et les accords de Minsk, si vous voulez, c'est d'abord le président Hollande, dans la réunion de Normandie, lorsqu'on avait fêté, je crois, les 70 ans de la fin de la guerre, qui les a été un acteur principal. Et le 6 décembre 2014, par le fait des hasards présidentiels, j'étais avec le président Hollande dans son avion présidentiel, je me suis retrouvé avec lui à Moscou, où il est allé à Moscou pour négocier avec le président Poutine les derniers accords, enfin les derniers éléments des accords de Minsk. Alors je n'étais pas moi dans la négociation, mais par contre, j'étais dans l'avion présidentiel, et j'ai pu parler avec le président Hollande lorsqu'il est revenu de cette négociation, lorsque le président Poutine l'a ramené. Et je me souviens, et sans trahir de secret, qu'il nous a dit que la négociation a été très dure, mais on le sentait très satisfait de ce travail-là. Et on l'a bien vu, d'ailleurs en parlant avec lui, j'étais avec un autre collègue sénateur, qu'il était vraiment satisfait de cela, et surtout, et je me souviens, quand il nous a laissé, il a dit « Je dois appeler maintenant Mme Merkel et le président Obama. » Pourquoi Mme Merkel? Parce qu'il y avait un Conseil européen qui, je crois, était le 15 février, dans deux mois après, 15 février 2015. Il y a ce Conseil européen, c'est ce que d'ailleurs m'a raconté le conseiller de président Hollande, qui m'a fait venir après ce Conseil européen pour me raconter le Conseil européen qui a validé, c'est-à-dire que tous les 28 pays européens ont validé les accords de Minsk. Et dans ce Conseil européen, il y a eu un combat très fort entre, d'un côté, Merkel et Hollande contre les Anglais, les Polonais, les Pays-Baltes qui s'opposaient à ces accords de Minsk. Et vraiment, le conseiller du président Hollande m'a bien dit, il a été un combat très dur, très difficile, et le président Hollande et avec Mme Merkel ont réussi à imposer les accords de Minsk qui ont été validés par l'ensemble des 28 pays. C'est pour ça que quand j'entends ces derniers temps Mme Merkel ou le président Hollande
dire que ces accords étaient fictifs et que c'était essentiellement pour préparer la guerre contre la Russie, je ne comprends plus. Je trouve que c'est une réécriture de l'histoire. Alors je ne peux pas, j'étais pas dans la négociation avec le président Hollande, mais ça me choque parce que j'ai vu cela et j'ai vu cette tension qu'il y a eu au Conseil européen. Une deuxième chose qui me choque là-dessus, c'est que ça veut dire, n'oubliez pas que la France est quand même un des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'ONU. L'ONU qui est quand même le garant de tous les accords internationaux. Ce qui veut dire que si vous vous permettez de donner votre signature sur un accord international et vous considérez que cette signature ne correspond pas à ce qui est écrit dans l'accord international, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de droit international. Ce qui veut dire que le droit international est complètement dévalué. C'est-à-dire que tout, on crée avec ces déclarations de M. Hollande et ces déclarations de Mme Merkel une hypothèque sur tous les accords internationaux qui vont être signés par l'Europe ou par d'autres pays. Ce qui veut dire que maintenant, le droit international n'existe plus, puisque vous signez un accord international, et cet accord international vous dit « Ah non, c'est pas ce qu'on voulait dire, on voulait faire la guerre ». Mais vous imaginez ce que ça représente pour les années et les années où on a construit ce droit international qui essaie de réguler un peu tous les rapports de force qu'il y a dans le monde. Et c'est cette chose-là, cette déclaration du président Hollande, qu'il a confirmée d'ailleurs dans une vidéo où il s'est fait piéger, et Mme Merkel m'ont profondément choqué. Voilà, je le dis, c'est à titre personnel, je ne suis plus un acteur de la vie politique, mais ça m'a choqué par rapport, si vous voulez, à tout ce que j'ai vécu dans la vie, en tant que parlementaire, dans la vie internationale. Quand vous dites que vous signez un accord et que cet accord ne correspond pas à ce que vous avez signé, mais que vous avez un autre objectif, mais je veux dire, vous perdez toute crédibilité. L'Union européenne perd toute crédibilité. La France, l'Allemagne qui ont signé ça, perdent toute crédibilité face à la Russie. Et d'ailleurs, lorsque le président Macron est allé pendant les 5 heures parler avec Poutine, j'ai revu la séquence. Mais j'imaginais ce que devait penser le président Poutine face au président Macron qui disait, oui, qui essayait de sauver une solution. Alors qu'en fait, pendant plusieurs années, on avait préparé la guerre contre la Russie. Quelle crédibilité la France et l'Europe avaient-elles dans cette négociation qu'elle essayait de proposer ? Alors après, on a eu l'invasion qu'évidemment on ne soutient pas. Cette affaire est quand même désastreuse, cette guerre est désastreuse, mais franchement, évidemment, c'est le président Poutine qui est le principal responsable de tout ça, on ne peut pas le nier, mais par contre, ce qu'on peut dire, qu'il y a une responsabilité forte de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne, qui maintenant donnent des leçons, mais c'est quand même elle qui a cautionné ces accords de Minsk, qui ne les a pas fait appliquer. On a quand même, on vit depuis 1945, d'ailleurs avant ça avait commencé avant, mais depuis 1945 on vit sur une gouvernance américaine. Le monde est dirigé par l'Allemand, par la gouvernance américaine. Et la puissance de l'Amérique, c'est le dollar. Le dollar, d'ailleurs, qui n'est plus depuis 1971 lié à l'or, mais qui repose sur, d'après moi, enfin d'après ce que disaient plusieurs économistes quand j'étais sénateur, on avait travaillé là-dessus, repose sur la puissance militaire des États-Unis. D'abord sur les 845 bases des États-Unis dans le monde. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Vous avez des militaires américains partout. Mais qu'est-ce qu'ils font en Asie? Ce n'est pas leur pays. D'ailleurs, s'il y a eu la guerre à l'époque entre le Japon et les États-Unis, c'est parce que les Japonais, même si c'était un régime fasciste, disaient, mais les Américains, les Anglais et les Français n'ont rien à faire en Asie. C'était quand même des pays, deux pays colonialistes et puis les Américains. Et là, c'est la même chose. 845 bases militaires dans le monde. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je crois que les Russes en ont une seule en Syrie. Et je crois que les Chinois en ont 3 ou 4. Et encore, je ne suis même pas sûr. Ça, c'est la première raison qui donne la force au dollar. Deuxième raison qui donne la force au dollar, qui donnait, parce que depuis l'arrivée des missiles hypersoniques, tout ça a changé. C'était les 11 porte-avions. Ce qui permettait aux Américains, les 11 porte-avions américains, et puis les 2 porte-avions, j'allais dire, des Alliés, qui étaient le porte-avions anglais et le porte-avions français. Un petit porte-avions italien. Ce qui permettait, si vous voulez, aux USA d'être sur toutes les mers du monde. Et troisième raison qui est la plus importante, c'est les 75 ou 80 accords de défense qu'ont les États-Unis avec 75 pays ou 80 pays, notamment l'OTAN. Et je me souviens, on a eu une réunion un jour avec des économistes qui disaient, si jamais il suffirait que l'OTAN quitte le giron des États-Unis, ou il suffirait qu'il y ait 15 ou 20 pays qui cassent les accords de défense avec les États-Unis, le dollar s'effondre. Et là, dans cette guerre en Ukraine, il y a l'affaire, les souffrances qu'il y a en Ukraine, pour les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens qui souffrent en priorité. Mais il y a surtout quelque chose qui a complètement changé dans le monde. Et moi, je l'avais constaté quand j'étais à Dakar, en avril 2017, à l'Assemblée parlementaire mondiale, où il y avait
tous les parlements du monde. Moi, je représentais le Sénat français. On était 2 collègues représenter le Sénat français. Nous avons passé 10 jours avec tous ces parlements mondiaux, enfin du monde. Et là, j'avais déjà vu la coupure qui était très forte sur tous les sujets entre d'un côté l'Occident, c'est-à-dire en fait l'Amérique, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un peu le Japon, mais discrètement, et puis le reste du monde. C'est-à-dire entre 7 milliards, une population de 7 milliards en gros, contre une population de 1 milliard contre 7 milliards. Et là, j'ai senti qu'il y avait une coupure extraordinaire. Et cette césure est en train de s'installer avec la guerre en Ukraine. On l'a bien vu. Le dollar tout puissant, on l'a bien vu. Les Américains ont toujours voulu, d'abord en Europe, que l'Allemagne et la Russie, reprenez Brzezinski, reprenez Kissinger, reprenez tous les gens qui parlaient de stratégie américaine, ils voulaient surtout éviter en Europe que l'Allemagne et la Russie s'entendent. Parce que si l'Allemagne et la Russie, avec évidemment la France derrière qui suivait, parce qu'on n'est plus l'Europe, la France n'est plus le leader de l'Europe, c'est maintenant l'Allemagne. Ça voulait dire que on avait une puissance européenne avec la Russie qui devenait beaucoup plus puissante que les États-Unis. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont toujours fait en sorte d'éviter qu'il y ait une entente. Et deuxième chose aussi, deuxième objectif important stratégiquement dans un monde de l'énergie fossile, ils voulaient surtout éviter que les 3 grandes zones de gaz et de pétrole que sont la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, s'entendent entre elles. Et notamment, ils ont tout fait, ils ont tout le temps, c'est pour ça qu'ils sont allés en Irak, ils ont tout fait, c'est pour ça qu'il y a la guerre au Yémen, ils ont tout fait pour que l'Iran et l'Arabie Saoudite soient toujours en guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous imaginez, influence de Poutine, influence des Chinois, vous avez l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se retrouvent en Chine, qui arrêtent la guerre au Yémen, qui est une guerre dont on ne parlait pas en France, mais qui était beaucoup plus terrible et beaucoup plus terrible que la guerre en Ukraine. C'est terrible, le nombre d'enfants morts de faim, enfin c'était terrible. Eh bien, ils arrêtent la guerre. Alors, et là, quand vous regardez, hier j'écoutais les médias français, sans citer de nom, parce qu'ils sont tellement caricaturaux quelquefois, ils disaient le danger des Chinois, le danger des... En disant, mais les Chinois, est-ce qu'ils ont fait une guerre depuis 1945 ? C'est les Chinois qui font la paix au Yémen. Et les Américains, est-ce que c'est eux qui font la paix? Depuis 1945, ils ont pratiquement tout le temps été en guerre, sauf la période de Trump. On a une inversion du discours qui est extraordinaire. Et pour en revenir à ce que je disais, changement aussi important, c'est que maintenant, petit à petit, on a voulu sanctionner les Russes en les sortant du système monétaire occidental, américain et européen, le système SWIFT, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? Ils sont en train d'essayer de créer une nouvelle monnaie. Alors évidemment, le dollar n'est pas encore mort. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce qui est quand même un truc extraordinaire, c'est que maintenant, les pays d'Arabie Saoudite et d'autres ont décidé de ne plus payer, le pétrole en dollars. Mais c'est une révolution. C'est une évolution lente. On l'a vu d'ailleurs aussi en Amérique latine, où là, vous sentez très bien que les pays, le Mexique, comment ça s'appelle, le Brésil, qui est pratiquement le grand, et d'autres pays, ont décidé de faire leur propre monnaie, d'avoir leurs propres échanges. On se rend compte très bien que l'Amérique, qui a vécu comme la puissance de gouvernance mondiale, eh bien, son pouvoir est érodé tous les jours. Elle n'est pas morte. Elle est toujours très puissante. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, l'Amérique. C'est un pays... Mais elle est en germe, il y a des choses qui sont en train de s'évoluer. Et en germe, on est en train d'évoluer et de faire en sorte que, si vous voulez, vous avez peut-être un autre rapport de force. On ne sera plus dans un monde unipolaire avec la puissance américaine qui contrôle tout, mais on va retrouver un monde multipolaire. Alors, est-ce qu'on va retrouver un monde comme à l'époque du monde du communisme contre le reste, la monde libre, hein, comme on l'a dit, ou est-ce qu'on va retrouver un monde multipolaire où il y aura d'un côté plusieurs puissances qui existeront? Ou est-ce qu'on va retrouver une sorte de mur de Berlin entre l'Occident et le reste du monde? Mais il est évident que sont en germe des choses qui vont bouger. D'abord, premièrement, je vous dis, c'est cette évolution qu'il y a où on change les rapports de force mondiaux sur la monnaie, mais il y a aussi un élément dont on n'a pas vu sur la défense. L'Amérique était toute puissante après la disparition de l'Union soviétique. Mais vous avez eu, je crois, il y a 6 mois, un rapport de la Fondation Héritage. Vous savez, les fondations américaines sont très puissantes.
Elles sont beaucoup plus puissantes que les fondations françaises qui font leur travail mais n'ont pas beaucoup de moyens, ou même que les fondations allemandes qui ont beaucoup plus de moyens mais n'ont pas la puissance d'analyse des fondations américaines. Et la Fondation Héritage a bien montré que la situation de la défense américaine ou de la puissance américaine était très affaiblie à cause des missiles hypersoniques. Et notamment, ils m'ont dit quelque chose qui m'a complètement surpris. Ils avaient l'air de dire que la marine chinoise était plus puissante que la marine des États-Unis. Ce qui m'a un peu surpris parce qu'il y a quand même 11 porte-avions américains et il y en a beaucoup moins du côté de la Chine. Mais voilà. Mais je suis obligé de constater, si vous voulez, que ce rapport de force qui était aussi en faveur des États-Unis, d'être la gouvernance mondiale, ce rapport de force est vraiment affaibli. Qui peut maintenant arrêter un missile hypersonique qui va sur notre porte-avions? Je veux dire, si les Russes deviennent complètement fous, nous envoient un missile hypersonique sur le porte-avions Charles de Gaulle, ça explose comme rien du tout. On ne peut pas l'arrêter. C'est ça, et ça, c'est un des éléments importants aussi de ce changement de paradigme. Et moi, je suis plutôt satisfait que la rencontre entre la Chine et la Russie ait justement abordé ce problème-là du nucléaire. Parce qu'on a quand même fait, les Russes, à cause de ce qui s'est passé, ont fait sauter les accords SALT. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou que tous ces accords qui étaient commencés sous l'Union soviétique, entre les États-Unis et l'Union soviétique, justement sur le nucléaire, aient sauté. Il n'y a plus de règles. Et d'ailleurs, les Américains ont eu très peur après la décision des Russes de dire on fait sauter tout cela. On a bien vu Blinken qui était affolé. Et ça, c'est un des éléments, si vous voulez, aussi, de cette recomposition du monde. Et c'est un élément aussi où on voit que l'Amérique n'est plus aussi puissante, même au niveau de la défense, et que tout ça fait qu'il y a une évolution qui fait que les choses vont changer. Voilà. Alors, moi, cette déclaration, je vous disais que je ne suis pas... j'ai pas vraiment soutenu le président Macron, et puis sur mes petits tweets que quelques personnes lisent, j'ai jamais manifesté un soutien très fort pour le président Macron. Je la soutiens. Alors évidemment, je ne suis pas dupe. J'ai souvent vu, on a souvent vu chez le président Macron des changements. Il dit et puis il ne fait pas. Deuxièmement, je ne suis pas dupe. Demain, il y a la décision du Conseil constitutionnel sur les retraites, et c'est un moyen également de toucher l'opinion publique, d'évacuer. Simplement, ce que je constate, c'est que la première réunion qu'avait le président Macron, je crois en 2017 ou 2018, c'est la réunion des ambassadeurs. Le président Macron avait déjà soulevé le problème, si vous voulez, de deep state, c'est-à-dire de l'État profond américain en Europe et en France. Deuxièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le président Biden, venant d'être élu, est venu à Bruxelles et a vu tous les pays, tous les membres du Conseil européen. Et il a commencé à dire que l'OTAN devait commencer à s'impliquer dans le monde asiatique, notamment à cause de l'affaire de Taïwan. Et quel était le seul président qui a réagi? C'était le président Macron qui a rappelé au président Biden que l'OTAN, c'était une création atlantiste, c'est-à-dire qu'elle doit rester dans le domaine atlantiste, c'est-à-dire dans le monde atlantiste, et en fait dans l'Europe, comme elle fait actuellement en Ukraine, mais qu'elle ne devait pas aller dans le monde asiatique. C'est le seul qui l'a rappelé. Et là, moi, je tendance à penser que le président Macron, qui n'est pas un imbécile, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que ce soutien aussi caricatural de la Commission européenne et du Conseil européen sur la stratégie américaine, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous avez premièrement, toutes les énergies fossiles comme le gaz sont beaucoup plus chères. Le gaz, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais le gaz en Europe est 7 fois plus cher que le gaz aux États-Unis. Que deuxièmement, les Américains qui ont fait sauter, on était sûr, même quel que soit le fait qu'ils nient, ont fait sauter Nord Stream 2, qui avait été à l'époque créé avec un accord entre Hollande, Merkel et le président Poutine. J'étais dans l'avion, moi, de M. Mestrallet, quand il est allé négocier ça avec M. Miller à Saint-Pétersbourg. J'étais dans l'avion, et je me souviens encore, M. Mestrallet, patron d'Engie, qui me disait, le président Hollande est tout à fait d'accord, et nous allons investir, je crois, 1 milliard d'euros dans le Nord Stream 2. Et le président Macron, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'au niveau énergie, le problème de l'énergie pour alimenter l'Europe est un problème. Et ça a des conséquences sur toute l'industrie. Et qu'est-ce qu'il voit? Que nos alliés américains, d'ailleurs il est allé aux États-Unis, il n'a rien obtenu, ont mis en place des lignes budgétaires de plus de 300 milliards de dollars pour attirer les entreprises européennes aux États-Unis. Et combien d'entreprises commencent à réfléchir? Compte tenu du fait qu'aux États-Unis, quand elles y vont, ou au Canada, le gaz, leur énergie est 7 fois moins chère qu'en Europe,
Ils sont en train de réfléchir. Et est-ce que vous croyez qu'entre alliés, tout ça est correct? Et je pense que le président Macron est en train de se rendre compte de cela. Que le prix à payer de soutien aux États-Unis est très cher et que nous avons déjà notre industrie est en diminution. Nous, on n'a plus que 10% d'industrie en France. Alors, il n'y a pas que ces raisons-là, mais on continue. Et je crois que c'est peut-être une des raisons qui fait que le président Macron a dit cette phrase-là. Et je le soutiens. Alors évidemment, sur Twitter, quand j'ai dit que je soutenais cette phrase-là, tous les gens qui étaient anti-Macron m'ont pris à partie en disant « mais vous racontez n'importe quoi, il est habitué à ne rien dire ». Moi, je fais confiance. Même s'il y a une chance sur 100 que ça réussisse, je considère cette phrase du président Macron est fondamentale. Et quand j'écoutais hier, j'étais sur LCI, des journalistes qui prenaient à partie le président Macron, alors qu'il le soutenait depuis toujours, en disant qu'il est immature, en disant cette phrase-là. Mais cette phrase-là, c'est quoi? C'est la phrase de De Gaulle. C'est la phrase traditionnellement de la France historique. Une France qui a été toujours indépendante, qui a une voix indépendante, qu'elle n'a plus depuis très longtemps. Et là, que dit le président Macron? Je veux que nous soyons moins suivis des Américains. Ce qui ne veut pas dire casser les accords avec les Américains, c'est toujours nos alliés. C'est nos alliés historiques, personne ne le conteste, tout cela. Mais on est quand même beaucoup plus indépendant des Américains que l'on ne l'est actuellement, où on a une commission européenne en pleine servitude des intérêts américains. Alors, ce n'est pas un combat facile pour lui. Parce que, premièrement, on a nos administrations, nous, Quai d'Orsay ou Bercy, qui sont quand même très sous influence américaine. On a une commission européenne où vous avez tous les commissaires européens qui sont carrément les relais des intérêts américains. C'est terrible ce qui se passe à Bruxelles. Et vous avez les grands directeurs avec l'influence des McKinsey, des Berger, enfin des sociétés Berger, ou l'influence, si vous voulez, des grands cabinets d'avocats américains et sous influence américaine. C'est pas facile pour résister à cela. Et c'est pas un combat facile. Ce qui m'a fait dire que ce qu'a dit le président Macron est important, c'est que d'abord, on a bien vu le ministre économique qui a surenchéri dessus. Monsieur Séjourné, que personne ne connaît, mais qui est très important dans le système Macron, parce que c'est lui le président du parti, et que c'est lui qui est le collaborateur de Macron depuis toujours sur toute affaire politique. Et on a bien vu aussi que le président de l'Europe, M. Michel, est allé dans le même sens que Macron. C'est pour ça que je dis que et hier, quand j'écoutais, je ne sais pas tout à fait par hasard, à 2h du matin, je revoyais l'émission de LCI, ça a été caricatural avec M. Brunet qui disait mais des choses qui sont inadmissibles sur un président. On ne peut pas dire ça sur un président, ce qu'il disait sur un président, le traitant de gamin immature. Mais j'ai dit, mais de quel monde on est? Et je considère que cette phrase du président Macron est une phrase très importante, que ça ne va pas être facile pour lui d'arriver à la faire mettre en œuvre. Peut-être qu'aussi il va changer, peut-être qu'il considère que c'est la phrase la plus importante de son mandat, son premier mandat et de son deuxième, je dis c'est la phrase la plus importante, et que s'il arrive à petit à sortir, non pas de l'influence américaine, c'est nos alliés, mais à retrouver un semblant d'indépendance, ou même plus qu'un semblant d'indépendance, eh bien je dirais bravo. Mais regardez le système actuellement international, notamment le système occidental international. Vous n'avez que des fonctionnaires qui dirigent. Vous avez M. Stoltenberg qui est le patron de l'OTAN. Il dépend d'un fonctionnaire de Washington. Regardez d'ailleurs, c'est assez caricatural. Quand vous avez le fonctionnaire de Washington qui fait un communiqué, il est repris par M. Stoltenberg, mot à mot. Madame Van Leyen l'annonce mot à mot. Tous les commissaires européens l'annoncent mot à mot. Et tous les chefs d'État reprennent le mot à mot. Un petit peu comme le petit chanteur de la Croix de Bois. Vous avez un communiqué qui part des bureaux de Washington et c'est repris. Sur la défense, il n'y a aucun contre-pouvoir. M. Stoltenberg fait ce qu'il veut avec les Américains. Il est tout le temps d'ailleurs là-bas. Il est encore avec Biden. Il est tout le temps là-bas, dans les bureaux. Et c'est eux qui donnent les consignes. Et les nations existent dans l'affaire de l'OTAN. Vous avez une assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est une de mes collègues qui est la présidente, mais elle est inexistante. Et vous avez les pays qui sont existants dans l'OTAN? Non, c'est une machine qui nous échappe complètement. C'est une machine qui nous échappe complètement. Et ça, c'est un problème. Et aussi, on avait nos généraux en même temps qui pouvaient résister comme à un certain moment. Non, nos généraux sont aussi otanisés. Hier encore, je discutais avec quelqu'un qui connaît bien le système de l'armée, moi je le connais. Puis en tant qu'ancien parlementaire, quand j'étais parlementaire, j'avais le droit. C'était ma mission d'analyser ce qu'était le Quai d'Orsay, d'analyser ce que c'était le ministère de la Défense. Et j'ai vu à l'époque, quand j'étais sénateur, qu'il y avait une avancée vers nos gradés, vers l'OTAN. Alors moi j'ai voté aussi quand le président Sarkozy, la réintégration dans l'OTAN, parce que je pensais que c'était nécessaire. J'ai peut-être fait une erreur, ça n'aurait rien changé. Mais j'ai bien vu déjà à l'époque, et le problème
pour le président Macron, c'est un travail de titan d'arriver à sortir de cette influence américaine, tout en respectant les accords qu'on a avec nos alliés américains, mais sortir pour essayer d'être indépendant, c'est vraiment un combat extraordinaire. J'espère qu'il arrivera à le faire. Peut-être que lui-même changera d'avis, et puis ça ne sera qu'une des phrases qu'il a dit très souvent, c'est fort possible. Et là, je serai nari comme souvent je l'ai été, mais quel que soit qu'il y ait une seule chance sur 100 que ça réussisse, eh bien, je soutiens cette phrase-là et je considère que c'est la phrase la plus importante du quinquennat du président Macron. Tout ça est fort possible, mais je crois qu'il y a une nécessité d'une réflexion sur la défense européenne. Le problème, c'est que nous sommes dans une Europe allemande. Et on l'a bien vu, dès que la guerre d'Ukraine a commencé, les Allemands ont décidé qu'ils allons faire notre propre puissance militaire. Et ils décident tout seuls. Ils ont décidé, je crois, 100 milliards par an, disent-ils, d'euros à mettre dans la défense militaire. Que le président Macron propose une loi de programmation militaire sur plusieurs années de 400 milliards, ça a l'air pareil énorme. On ne peut pas le contester. Est-ce que cette phrase qu'il vient de dire, c'est un moyen de conforter cette volonté de faire voter cette loi de programmation militaire? Très certainement. Vous savez, dans une phrase de politique, il y a toutes les choses et tous les intérêts cachés ou non cachés. Ça, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur le fait que dans notre... et ça, c'était une erreur qu'on avait fait déjà nous-mêmes quand j'étais à la commission de défense, qu'on n'ait pas investi autant sur les drones. Quand je pense encore que quand j'étais à la commission de défense, on est obligé d'acheter des drones Reapers américains, qu'on n'avait pas investi sur les drones. Et que maintenant, on va se rendre très bien compte que la nouvelle guerre, c'est les drones. Et là, on refait encore, est-ce que les porte-avions sont encore un des éléments importants de la stratégie de guerre dans quelques années? Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste. Mais quand je sais qu'un simple missile hypersonique peut faire sauter notre porte-avions en 5 minutes, je m'interroge. Mais je ne peux pas, je n'ai plus suffisamment les éléments, je n'ai pas suffisamment de réflexion là-dessus pour savoir si le contenu de la programmation militaire est suffisant. Je pense qu'il y a une chose, si on pouvait arriver, c'est peut-être aussi pour ça que l'intérêt de la phrase du président Macron est importante, c'est que depuis qu'on est revenu dans l'OTAN, tous les critères de notre armée sont otanisés. Alors, est-ce que cette phrase de Macron est un moyen de dire, dans le cas de la programmation militaire, eh bien, nous allons un peu désotaniser notre armée, enfin nos armées, c'est-à-dire marine, la guerre, je ne sais pas. Sérieusement, je n'ai plus suffisamment d'éléments, je ne suis plus un acteur, je ne suis plus à la commission de défense, donc je ne peux que sortir quelques éléments de réflexion qui, je ne suis pas sûr qu'ils soient pertinents. Ben, merci à l'autre voix et merci pour ces émissions parce que il y a quand même un narratif un peu unique dans nos médias actuels et c'est bien que des voix, enfin des organes de presse comme le vôtre puissent montrer qu'il y a un autre discours que le discours qui est un peu unique, enfin, disons,